Merci à tous d'être présents et d'avoir surtout été si nombreux à vous connecter à ces réunions. Donc, on est ravis du succès. Donc, nous avons décidé d'organiser ces 3 points de gestion parce qu'il nous a paru important que vous soyez au plus proche de notre gestion, mais également l'objectif, c'est de vous apporter de la visibilité et des idées d'investissement dans ce contexte inflationniste et de remontée des taux qui est plutôt favorable à notre style de gestion. Donc, la réunion d'aujourd'hui, elle est entièrement dédiée au fonds OCC 21, qui est un FIA investi à 100% en foncière de centres commerciaux. OCC 21 est le seul fonds de la catégorie fonds d'action immobilière zone euro à être en performance positive en 2022. Donc, vous avez sous les yeux les fonds gérés par Gestion 21, les 3 fonds, avec les performances arrêtées à fin octobre. Donc, on voit que OCC est à 6,6% à fin octobre et en year-to-date, on est même à plus de 11 aujourd'hui. Donc, cette réunion est la première des 3 réunions que nous organisons, puisque demain, nous aurons celle organisée pour Action et jeudi pour Immobilier 21. Donc, le déroulé de la réunion, il est le même que d'habitude. Il y aura une présentation du fonds par l'équipe qui durera 30 minutes, suivie par une session de questions-réponses. Donc, vous aurez la possibilité à ce moment-là de poser des questions soit à l'oral, vous pourrez reconnecter vos micros pour prendre la parole, soit par écrit en utilisant l'outil de discussion qui est en bas de votre écran. Et donc, pour assurer la fluidité de cette réunion, je vous remercie par avance de veiller à ce que vos micros soient bien fermés, soient bien éteints, en tout cas pendant l'intervention de l'équipe de gestion. Donc, Laurent, écoute, je pense que je te laisse la main, tu peux y aller. Merci Valérie, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on va démarrer avec l'équipe de gestion immobilière que vous connaissez. Pierre Pougnier, qui est mon collaborateur, qui travaille avec moi depuis très longue date, et Maud Léon. Pierre fera la seconde partie de la présentation. Je vais rapidement donc vous parler du scénario et du nouveau questionnement lié à cette année 2002. Alors, vous vous rappelez, on fonctionne avec un scénario sur OCC. Ce scénario se faisait en 3 temps, puisque ce scénario a été élaboré fin 2020, début 2021. Donc, qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là? Qu'on avait une normalisation sanitaire attendue en 2021, une normalisation de l'exploitation en 2022, une normalisation de la distribution en 2023. Et puis, c'est rajouté à cette trame de communication et d'engagement, entre guillemets, de nouvelles questions liées à l'année 2022. Inflation, hausse des taux, récession, pose de nouvelles questions. Donc, on verra dans cette partie de la présentation quels sont les impacts sur les 2 indicateurs clés de notre secteur, c'est-à-dire les cash flows et les valeurs d'actifs. Alors, dans un premier temps, un point sur le déroulé du scénario. Très rapidement, celui de la normalisation sanitaire, juste rappeler que effectivement 2020 avait été marqué par 3 mois de fermeture, que 2021 était également marqué par 3 mois de fermeture et de restrictions, qu'il y a 1 an, nous avions le même exercice. Nous avons fait en novembre 2021 une communication sur OCC et on acté au second semestre donc le début de la réouverture des centres commerciaux en trimestre plein, ce qui nous avait permis de communiquer sur le début de la normalisation. Depuis 2022, bien évidemment, aucune fermeture. Donc, ce début de la normalisation, comment il se déroule? Aujourd'hui, il se matérialise et il se concrétise plus que fortement. Et pour vous démontrer, on nous a mis un certain nombre d'indicateurs que l'on suit pour attester de cette normalisation. Alors, la première des normalisations, c'est le niveau de chiffre d'affaires des commerçants. En 2021, nous étions sur des niveaux de chiffre d'affaires de 90% par rapport à 2019, qui reste l'année de référence, puisque c'est l'année avant Covid. Aujourd'hui, on dépasse le niveau de chiffre d'affaires de 2019. Donc ça, c'est le premier élément de normalisation. Et c'est pas un élément, c'est un élément important, puisque derrière le chiffre d'affaires, il y a le niveau des loyers.
En termes de fréquentation, vous avez mis également le fait que la fréquentation s'accélère, puisqu'on était en 2021 sur un constat de 82%. Sur les 9 mois, on est à 87%. Et si on isole purement le T3 de 2022, on tangente avec des chiffres plus proches de 90-95%. Donc, ce processus d'amélioration de la fréquentation et des chiffres d'affaires est actif. Autre élément pour traduire cette normalisation, c'est le taux d'occupation. Donc, vous avez figuré en haut à droite le taux d'occupation moyen des foncières de l'univers que l'on suit, et vous voyez qu'on est sur des taux d'occupation comparables à ceux de 2019 qui attestent bien, une fois de plus, de la normalisation. Un élément important, c'est également le fait que lors des renouvellements, donc ça s'appelle des réversions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque on renouvelle les baux, et lorsque les baux sont renouvelés, on n'a pas d'effondrement des loyers, bien au contraire, puisqu'on a une hausse des loyers d'environ 3%, si on regarde la moyenne de l'échantillon. Alors, ce qui est encore plus important pour la durabilité, j'allais dire en tout cas pour la pérennité de la rente immobilière, c'est les taux d'effort. Et donc, au niveau des taux d'effort, on a des taux d'effort aujourd'hui qui sont en moyenne de 11%. Je vous rappellerai quand même l'amplitude des taux d'effort. En 2019, les taux d'effort, notamment en Angleterre, étaient autour de 20%, ce qui était d'ailleurs à l'origine des soucis des centres commerciaux anglais. Et on est aujourd'hui redevenu autour de 16%. Et sur les taux d'effort qui nous paraissent être des taux d'effort d'équilibre de long terme, on est entre 10 et 14% en fonction de la nature même de la typologie d'actifs. Donc aujourd'hui, à 11%, c'est un indicateur clé de la pérennité du niveau des loyers aujourd'hui observé dans les foncières. Un autre gage ou une autre illustration de cette normalisation, c'est la croissance des cash flows. Alors, bien évidemment, sur un effet de base très favorable, hein, parce que bien évidemment, on va pas prendre l'engagement, et quelqu'un ne le prendra pas avec moi, de faire 80% de croissance sur 12 mois en termes de cash flow. Mais il faut se rappeler que le S1 2022 est comparé au S1 2021, qui était une année où on a eu une période où on a eu des restrictions, voire des fermetures. Mais c'est un autre élément d'appréciation de cette normalisation. Donc, ces 3-4 diapos, qu'il s'agisse du niveau de chiffre d'affaires, de la fréquentation, du niveau des taux d'effort, du renouvellement, des taux d'occupation, de la croissance des cash flows, sont autant d'attestations de la normalisation de l'exploitation. Alors, qu'en est-il du troisième sujet, qui est celui de la distribution? Alors, sur la distribution, on est en cours, on avait un calendrier 2023, donc, on est en phase de processus. Ce qui est important, c'est la colonne ou c'est ce qui se présente à gauche. Donc, vous voyez que on avait des taux de distribution qui étaient descendus au titre de 2019, non, mais qui avaient été donc décidés en plein Covid. Non, tu peux pas te mettre l'écran en totalité parce que là, on voit les vignettes derrière et moi, j'arrive pas à lire les chiffres. Je lis pas. D'accord, très bien. Ça passe pas. Ok. Alors, en totalité, c'est pas ça. Je vois les vignettes, non. Oui. Là, je vois les vignettes à gauche. Non, en fait, Laurent, il faut aller en bas. C'est le troisième, Laurent. C'est le troisième. Voilà. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? C'est beaucoup mieux. Oui, merci. Je vous en prie. Donc, au niveau du taux de distribution, donc on était descendu à 56% du fait même de l'absence de mobilité liée à la crise sanitaire, voire 37% en 2020, et on est remonté aujourd'hui à 64%, donc ce qui nous fait dire que la distribution est en cours de normalisation sur le secteur. Alors, l'année 2022, c'est à la fois l'attestation ou la validation de notre scénario, c'est également de nouvelles questions. Ces nouvelles questions qui sont bien évidemment liées à l'inflation et son corollaire, la hausse des taux. Alors, on va sur les prochaines diapos essayer de voir un peu l'impact sur nos indicateurs phares qui sont le cash flow et les valeurs d'actifs de cet environnement. Alors, concernant l'impact de la hausse des taux sur les cash flows, on a scénarisé différentes hypothèses pour comprendre que le secteur est un secteur qui se finance avec une dette qui a une maturité. Cette maturité est en moyenne de 6 ans. Et que l'ensemble des baux sont indexés sur des indices qui sont des proxys plus ou moins immédiats de l'inflation.
Donc, on a fait un scénario 1 en ne prenant pas en compte ni l'indexation et en ne prenant pas en compte la maturité de la dette. Comme si la dette se renouvelait immédiatement. Là, l'impact sur les cash flows, bien évidemment, est très fort, puisqu'il est de moins 24% pour une hausse des taux de 250 points de base, ce qui est celle que l'on observe aujourd'hui. Si l'on prend le scénario 2 dans lequel il n'y a toujours pas d'indexation, mais une intégration de la hausse des taux par échéance, donc en prenant en compte la maturité de la dette, nous sommes à moins 4%. Et si l'on retient notre scénario, c'est celui qui correspond le plus à la réalité de notre secteur, c'est-à-dire des baux indexés et une maturité de la dette, donc c'est la ligne qui correspond à la ligne 3, vous avez une stabilité des cash flows dès lors que vous avez une croissance organique, une indexation de 3,5% sur l'année. Et donc, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, pour 2023, l'impact de la hausse des taux sur le cash flow sera amorti très largement par l'indexation et par la maturité de la dette. Alors, il faut, pour être convaincu de ça, on vous a fait figurer, puisque, je vous rappelle, il faut 3,5 points d'indexation, le niveau de croissance organique des émetteurs. Donc, on est sur une moyenne simple observée au S1 qui est supérieure au cut de 3,5%, puisqu'elle est de 3,6%. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est que cette tendance va s'accélérer tout simplement parce qu'il y a toujours un décalage dans le temps entre la répercussion dans les baux et les publications des indices. Donc, lorsqu'on voit l'évolution des indices qui progressent et qui augmentent de 3,3 à 4,4, on voit que la croissance organique, et c'était le discours aujourd'hui de l'ensemble des foncières au T3, lors des dernières publications du T3, c'est que les hypothèses de croissance organique vont s'accélérer. En conséquence, nous avons comme scénario que l'accélération de l'effet d'indexation permettra très largement de contrer l'effet négatif de la hausse des taux. Qu'en est-il sur les valeurs d'actifs, qui est une autre question que pose le nouvel environnement macro. Alors, aujourd'hui, il y a une réponse par la décote, puisque le secteur décote de 50%, ce qui implicitement laisse supposer que les valeurs d'actifs vont baisser d'une trentaine de pourcents. Ça, c'est le scénario du marché. Le scénario de gestion 21 est tout à fait différent. Pourquoi? On a essayé de le documenter selon différentes sources. La première, c'est que lorsque l'on regarde une période où également le marché considérait que les valeurs d'actifs allaient baisser d'une trentaine de pourcents, la réalité, c'est que les valeurs d'actifs n'ont baissé que de 8%. Et donc, toutes ces phases de décote de 50% qui laissaient penser à un niveau de baisse future de 32% ont été démenties par la réalité des faits, puisque les valeurs d'actifs n'ont baissé que de 8 ou de 7% lors de la crise de 2020. Autre élément également qui nous permet de le documenter, de nous faire une conviction comme quoi les valeurs d'actifs vont être relativement stables, c'est le niveau d'origine des taux de capitalisation. Vous savez que le taux de capitalisation, en fin de compte, c'est la différence, c'est le taux qui sert, c'est une rentabilité exigée par rapport au loyer. Vous prenez ce taux, vous prenez un loyer de 100, vous le capitalisez à 5,3 et vous avez une valeur d'actif. Aujourd'hui, les niveaux de capitalisation de 5,3% nous laissent un confort en termes de prime de risque immobilière, pour en parler, la prime de risque immobilière étant la différence entre les taux de capitalisation et les taux longs, importante. Et c'est pour ça que dans notre scénario, aujourd'hui, on ne croit pas du tout à une baisse des valeurs d'actifs de 32%. Alors, nos prévisions, justement, on croit en tout cas aujourd'hui quel est notre scénario sur 2023. En termes de cash flow à périmètre constant, j'espère que ça a été convaincant, mais puisque l'indexation ou la croissance organique va compenser et va au-delà même de la compensation de la hausse des taux, on a une croissance positive des cash flows. Concernant les valeurs d'actifs, on se situe pour nous, on considère qu'on va être proche de zéro, sans sachant qu'en plus, ce sont des chiffres qui sont nominales, puisque aujourd'hui, le concurrent de l'immobilier secondaire, j'allais dire, c'est l'immobilier neuf, qui lui-même a été inflaté des coûts de construction de l'ordre de 10%. Voilà le sujet et ce dont je voulais vous entretenir, en tout cas sur, et Pierre va vous parler maintenant plus directement de la gestion du fonds OCC en 2022. Je laisse la parole à Pierre. Merci Laurent.
Donc, du coup, premier élément que je vais évoquer avec vous, c'est quand même important, c'est la performance. Donc, en 2022, Valérie l'a dit en préambule, le fonds OCC affiche une performance positive. C'est le tableau du haut. On est, à fin octobre, on était à plus 7%. Donc, ça à mettre en parallèle avec ce qu'on a vu sur le reste de l'immobilier coté qui a été beaucoup moins flatteur. Pour illustrer le propos, on a mis le fonds immobilier 21 qui, lui, baisse de 28% et notre indice de référence, l'EPRA Eurozone, dividende réinvesti, qui baisse plus de 33%. Donc, pourquoi on tire notre épingle du jeu? Parce que, comme on peut le voir sur le second tableau, la typologie commerce à quasiment hors dividende, c'est le deuxième tableau, c'est hors dividende, la typologie commerce hors dividende a été proche de zéro, moins 4 au 31 octobre. Donc, grosso modo, la perf d'OCC 21 en 2022, c'est le rendement dividende plus 3-4 points de surperformance liés à notre gestion. Les autres typologies d'actifs, le bureau, la logistique, le résidentiel, eux ont complètement été impactés par l'environnement économique avec des baisses de 20, 30, voire 50% pour les typologies qui ont le plus souffert. Donc, pourquoi le commerce a résisté? Laurent l'a expliqué tout à l'heure, on est sur une thématique qui décote de 50%, mais qui décotait déjà de 50% il y a un an. Donc, cette décote massive, elle a joué un rôle protecteur face à la dégradation de l'environnement macro. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que malgré la performance de l'année de légèrement positif, on est toujours sur des décotes à 50%. Donc, les plus pessimistes diront, bon, bah, cette décote va continuer d'être une protection. Et les plus optimistes vont pouvoir se dire, en cas d'amélioration de l'environnement, on peut bénéficier d'un potentiel de rebond significatif. Donc, pour ceux qui hésitaient il y a un an à aller sur les foncières de commerce, il n'est pas trop tard. Finalement, cette année, il n'y a que le rendement de dividende qui a fait la performance. Sur la diapo suivante, donc là, on a voulu illustrer ce qui se passe quand il y a des phénomènes de décote massifs. Donc évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais du coup, on a pris comme référentiel Immobilier 21, qui a une quinzaine d'années d'existence, alors qu'OCC n'a que 3 ans. Donc, Immobilier 21, en 2009, lors de la grande crise financière, avait affiché une décote de 50% au moment du plus bas, au moment où la tension était à son paroxysme. Bon, bah derrière, il y a eu des performances à 1 an, 2 ans très sympathiques. On constate à peu près un phénomène assez similaire avec une amplitude moins marquée néanmoins. En mars 2020, au moment de la crise sanitaire et vraiment de la mise sous cloche des économies, la décote était massive. Derrière, on a eu des phénomènes de rebond quand même assez intéressants pour les investisseurs. Donc, je le redis, cette décote aujourd'hui nous semble vraiment protectrice et une opportunité pour un investisseur de moyen long terme. Sur la diapo suivante, un dernier point sur la décote. Une autre façon d'exprimer l'intérêt de cette décote, c'est les opérations financières. Donc là, on a mis en avant Deutsche Euroshop, c'est une foncière allemande de centres commerciaux. Donc c'est une foncière comme les autres qui décotait massivement et qui a fait l'objet d'une offre publique d'achat au mois de mai de cette année. Donc, cette offre s'est faite avec une prime instantanée sur le cours de bourse de 44%. Pour l'acquéreur, ça faisait une entreprise avec un multiple de valorisation, un multiple de cash flow de 11 fois. Donc, ça reste très, très bon marché malgré la prime. Et donc, ouais, nous, dans ce cadre-là, c'est une ligne qu'on avait en portefeuille, à peu près 10% de notre exposition au moment de l'offre. Donc, on a revendu évidemment nos titres sur la base d'un multiple à 11 pour les réinvestir sur des foncières très, très décotées avec un multiple moyen autour des 8 fois. Voilà, donc, c'est une autre façon de se dire que la décote est attractive. Sur la diapo suivante, la distribution, c'est un autre événement de l'année, toujours au mois de mai d'ailleurs. On a distribué un dividende de 38 € et 450 € sur les parts AD et ID.
Ça représente des rendements quand même intéressants, autour des 6,5 et 7,5%. Pour 2023, l'année n'est pas complètement finie, donc on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais a priori, on aura un maintien à minima du dividende, peut-être une petite progression. C'est quelque chose qui reste à trancher. Et comme je le disais tout à l'heure, vu que les cours de bourse finalement sont proches de zéro sur l'année, ça représente des rendements équivalents à ce qu'on avait il y a un an, autour des 6,5 et 7,5 sur la base de l'AVL de fin octobre. Voilà. Ce qui est important de dire également sur le dividende, mais on peut passer sur la diapo suivante, je veux le dire dans ce cadre-là. Donc, j'ai beaucoup parlé de la décote. Les autres critères qu'on apprécie, donc le multiple de cash flow et le rendement de dividende, on le voit, ils sont extrêmement sympathiques. Le multiple de cash flow, ou dit autrement, le PER, il est inférieur à 8 fois. Le rendement de dividende, il est des titres, des foncières que l'on détient en moyenne est supérieur à 8. Et ce rendement de dividende très élevé, il est d'autant plus attractif qu'il nous semble pérenne. Hein, Laurent l'a dit, l'opérationnel de ces foncières, nous semble tout à fait solide. Les bilans de ces foncières exprimés à travers la LTV, la loan to value et le taux d'intérêt critique, les bilans sont extrêmement solides. Et surtout, le taux de distribution aujourd'hui, il reste modeste. Hein, Laurent l'a dit, il n'y a pas encore eu la normalisation du taux de distribution. Donc vraiment, un rendement de dividende que l'on juge attractif et pérenne. Concernant la loan to value et le taux d'intérêt critique, la loan to value, c'est le taux d'endettement de la foncière. Plus ce chiffre est bas, plus le bilan se veut solide. A contrario, le taux d'intérêt critique, plus il est élevé, plus le bilan est solide. Aujourd'hui, avec un taux d'intérêt critique à 13 fois en moyenne sur les foncières du portefeuille OCC, on peut vraiment affirmer qu'il n'y a pas de risque bilanciel et qu'il n'y a pas de crainte d'augmentation de capital difficile, contraignante, en moyenne sur la classe d'actifs. Il peut y avoir des cas particuliers, mais en moyenne, on juge que cette thématique d'investissement est vraiment solide d'un point de vue tant opérationnel que bilanciel aujourd'hui. Sur cette diapo, c'est un extrait de notre base financière avec la composition du fonds. Donc, on voit les différentes foncières qui composent aujourd'hui OCC21. Je ne rentre pas dans le détail de chacun des titres. Je pense que la photographie moyenne d'une valo, d'un TIC, tous ces éléments sont extrêmement solides et se suffisent eux-mêmes sans rentrer dans le détail des titres. Ce qui peut être important d'indiquer quand même, c'est une nouveauté de cette année, c'est sur cette diapo, merci Laurent, c'est qu'OCC21 depuis une semaine est devenu article 8 selon SFDR. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? SFDR, c'est une réglementation européenne qui permet un petit peu de classer les fonds selon leur couleur, leur coloration ESG. Il se trouve que l'ESG, ça fait partie intégrante de notre palette d'analyse depuis quelques années. Et en fait, les foncières de commerce, au sein de l'ensemble des foncières, hein, que ce soit le bureau, la logistique, le résidentiel, font figure de bons élèves. Ce sont les foncières qui présentent les meilleures notes ESG. Et donc, mécaniquement, le fonds OCC21, qui est exposé à 100% sur ces foncières-là, obtient une note ESG très nettement supérieure à la moyenne de l'univers de la zone euro. On a une note là, fin octobre, de 76 sur 100 contre 61 pour l'univers. Et donc, compte tenu de cette surperformance, on a pu devenir article 8 tout récemment. Voilà. Donc, c'est la nouveauté, c'est vraiment la dernière actualité. En conclusion, je crois qu'on l'a déjà beaucoup dit, mais aujourd'hui, investir sur les foncières de commerce et investir dans OCC21, c'est bénéficier d'un rendement élevé immédiat avec un fort potentiel de réappréciation des cours de bourse, un fort potentiel de plus-value. Voilà, donc aujourd'hui, on a une exploitation qui est normalisée, on a une décote élevée, on a une rentabilité élevée. On bénéficie de la liquidité des actions, donc ça fait beaucoup d'éléments positifs pour le cas d'investissement.
Alors, il ne faut pas oublier les risques, évidemment. On est sur des actions. Il y a en permanence, pour l'investisseur de court terme, un risque de perte en capital. C'est inhérent à la classe action. On est sur un risque également spécifique de concentration sectorielle, etc. etc. Voilà. Donc, vous connaissez les risques inhérents aux actions. Deuxième motif de prudence pour vous autres, si vous pensez qu'on va avoir une très forte hausse des taux d'intérêt, mais qu'en parallèle, la classe d'actifs immobilières ne sera pas en capacité d'avoir son indexation naturelle et automatique liée à l'inflation, c'est un motif de prudence sur ce thème d'investissement. Voilà. Merci Pierre. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, donc on va essayer de répondre aux questions. Alors, il y a des questions que nous avons relayées de clients qui nous ont été fréquemment posées. Et je vois qu'il y a également une question de Christophe. Qui est l'immobilier résidentiel allemand a baissé de plus de 50%. Pourquoi ne pas en avoir dans le portefeuille comme Vonovia? Alors, Oui. là, la réponse, elle va être facile. Laurent, je te laisse. Oui, on est une maison qui est attachée au mot mandat. Et dans notre mandat, le mandat d'OCC, c'est d'être investi dans des foncières de commerce et non pas dans des foncières résidentielles, ce qui n'est pas le mandat d'Immobilier 21, dans lequel on peut… Oui. Oui, ce n'est pas le cas du mandat d'Immobilier 21, où on peut avoir du résidentiel. Mais sur OCC, on s'attache à faire ce qu'on a annoncé, c'est-à-dire faire des foncières de commerce. Voilà, donc en fait, simplement pour resituer les choses, chez Gestion 21, nous avons un fonds dédié uniquement. Ok, moi je vois que Christophe répond ok, merci. Alors, première question que nous relayons du terrain. Selon vous, le potentiel de baisse du secteur est-il équivalent au potentiel de hausse? C'est le propre d'une gérant value d'être toujours en recherche de dissymétrie entre un potentiel de baisse qui souhaite limiter et un potentiel de hausse le plus élevé. D'ailleurs, à ce titre, c'est assez amusant parce que l'année 2022 s'est traduite, quand on regarde la performance d'OCC toute l'année, on a eu une dispersion des performances entre moins 5 et plus 15. Aujourd'hui, on est à plus 11. Mais par conséquent, on a la plus mauvaise VL de l'année a été à moins 5, moins 5,5. Donc évidemment, aujourd'hui, on recherche la dissymétrie. Je pense que on est dans une situation très comparable en termes de valorisation à ce que l'on avait fin 2021. Donc, on devrait avoir une distribution de performance qui peut s'apparenter à celle de 2022, avec des options d'amélioration, comme l'a dit Pierre. Donc, c'est une protection et une opportunité. Voilà un petit peu. Il faut bien se rendre compte que dans les typologies d'actifs, aujourd'hui, les foncières commerce, c'est quoi? Niveau compte de résultat, le taux d'effort permet de voir l'avenir avec sérénité. Au niveau du bilan, le taux d'intérêt critique et les taux de capitalisation permettent de voir l'avenir avec sérénité. Donc, compte de résultat plus de bilan, c'est la typologie d'actifs sur lequel le niveau de risque est le plus faible. Voilà. Et quand on y rajoute le fait que le multiple de valorisation à 8 fois, je ne sais pas si vous êtes habitué au multiple de valorisation sur d'autres produits, puisqu'on vous parle plutôt de rendement, mais quand vous avez un rendement de 4% et que vous distribuez 100% du résultat, ça veut dire que vous achetez 25 fois les résultats. Nous, on te propose de les acheter 8 fois. Alors, on a un peu moins de succès que ceux qui vendent à 25 fois. Des fois, on ne comprend pas toujours. Mais voilà un petit peu. Alors, pardonnez-moi pour cette réponse un peu longue. Mais voilà l'état des lieux, en tout cas, aujourd'hui du secteur. Une autre question que l'on a reçue, s'il n'y a pas de rattrapage sur le niveau de décote en 2023, quelle performance pouvons-nous attendre? Pierre, tu veux répondre? Ça te ressemble vraiment à 2022, mais… S'il n'y a pas de rattrapage de la décote, c'est-à-dire que nous, on considère que les valeurs d'actifs seront assez proches de zéro et que donc les ANR seront relativement stables. Donc, s'il n'y a pas de rattrapage sur la décote, ça veut dire que les cours de bourse sont relativement stables. Donc, la performance, ça sera simplement le rendement dividende. Le rendement dividende, on a dit aujourd'hui, il est autour des 8 et il nous semble solide. Donc, la performance devrait être proche de ces niveaux. Sauf surperformance, mais ça, c'est encore autre chose.
Une année comparable donc à celle de 2022 où il n'y a pas eu de modification de la décote entre fin 2021 et fin 2022. Alors, nous avons une question de Rémi. Quel scénario de récession auriez-vous pour 2023? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de… Ça fait un certain temps qu'on gère ce secteur et on a toujours des questionnements sur… Quand on regarde le secteur, alors on ne l'a pas présenté là sur OCC, mais on le présentera jeudi sur Immobilier 21. En 25 ans de gestion, il y a eu des périodes plus difficiles, y compris, je pensais à 2003 sur des scénarios macro. Et ce secteur a montré une très forte récurrence de ces cash flows. Alors, on peut déjà se poser la question du sujet, est-ce qu'il y aura récession? Et donc, est-ce qu'il y aura… Ça paraît un peu difficile quand même d'avoir inflation, hausse des taux et récession en même temps. Je ne sais pas par quel mécanisme on pourrait avoir les trois à la fois. Peut-être que Rémi nous l'expliquera. Mais dans tous les cas, s'il y a bien un secteur qui montre sa récurrence… Alors, je me répète, mais je ne sais pas si c'est convaincant, puisque visiblement… Mais c'est un secteur où le 1er janvier, vous connaissez 90% de vos résultats. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. À ma connaissance, il n'y en a pas, à part celui-là. Le 1er avril, vous savez que vous allez gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en 3 mois, le 1er avril, vous avez reçu 3 mois de loyer, vous avez payé les frais financiers, les frais généraux de l'année. Tout ça permet quoi? Mais tout ça permet d'avoir un secteur qui n'est pas un secteur croissance, il ne faut pas se tromper. C'est un secteur qui fait 3-4% de croissance long terme de ses cash flows, mais qui résiste très bien, y compris dans des périodes un peu plus compliquées. Voilà. Pour préciser le propos, on peut évoquer ce qui s'était passé il y a 2 ans, Laurent, en 2020, où malgré une fermeture de l'économie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le secteur, sur l'ensemble de l'année, toute typologie confondue, les cash flows, ils avaient reculé de même pas 10%, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais… Exactement, et cette baisse était vraiment imputable aux centres commerciaux. Si on avait retraité des centres commerciaux qui vivaient une période particulière, très particulière, on était à 0. Voilà, donc c'est vraiment un secteur tout-terrain, c'est-à-dire que même quand ça se passe mal, ça résiste normalement assez fort. Peut-être que sa première ligne de résistance, c'est est-ce que l'on croit à une récession aussi? Oui, non, mais si on est un peu négatif, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Voilà. Même en étant négatif, finalement, les résultats sont quand même pas économiques, les résultats économiques sont quand même assez sympathiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À l'oral, si vous le souhaitez, bien évidemment, c'est possible aussi. Bon, bah écoutez, est-ce que l'équipe de gestion souhaite ajouter quelque chose? Non? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été complet et on l'espère. Moi, je retiendrai juste une chose, c'est la phrase de Pierre que je trouve intéressante, qui est de dire il y a un deuxième tour, il y a un second tour. Le premier tour, c'était il y a 1 an. On vous parlait de la normalisation de l'exploitation, mais on n'avait qu'un trimestre pour le démontrer. Aujourd'hui, on a 5 trimestres derrière nous pour démontrer cette normalisation de l'exploitation. On a des indicateurs de valorisation, tout simplement en raison d'une performance qui a été faite sur l'énergie renouvelable. De la performance, ça s'appelle la distribution. Donc aujourd'hui, on n'a pas amputé de potentiel sur les multiples de valorisation. Donc voilà, le premier tour, vous êtes peut-être été hésitant. Je pense que le second tour, peut-être que vous le saurez un peu moins. En tout cas, c'est vraiment une typologie d'actifs qu'il faut regarder de très près et qui mérite, je pense, son attention. Alors, je pense que la conviction de l'équipe de gestion est vraiment palpable. Donc, notre recommandation, elle est très clairement de vous encourager à investir aujourd'hui sur cette classe d'actifs par n'importe quel biais. Ça peut être en achetant des actions de foncières de centres commerciaux en direct ou par le biais de fonds comme le nôtre. Donc, ça peut être les nôtres, ceux des concurrents, mais l'idée, bien évidemment, c'est d'investir. Et si vous choisissez de le faire avec nous, bien évidemment, nous serons très contents. Voilà, mais s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter là la réunion. Et pour ceux qui souhaiteraient nous écouter sur le Fonds immobilier 21, la réunion aura lieu
jeudi à 11 h. Et entre-temps, il y aura la réunion d'action à 15 h. Alors Christophe, je vais envoyer la documentation à tout le monde et je vais vous envoyer également les codes ISIN des fonds. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.